Au Sénégal, les écoles et les établissements d'enseignement resteront fermés à compter de ce lundi. À l'origine de cette décision, les troubles et les violences qui secouent le Sénégal depuis quelques jours. En Côte d'Ivoire, le PDCI revendique la victoire aux législatives du samedi dernier. Selon ses propres décomptes, le parti et ses alliés ont obtenu 128 sièges sur les 255 du Parlement. Les dissensions autour de la construction du grand barrage du Nil se poursuivent. Ce week-end, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase du remplissage. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Sénégal. Les écoles et les établissements d'enseignement resteront fermés à compter de ce lundi 8 mars. Ainsi en ont décidé les autorités en charge de l'éducation et de l'emploi. À l'origine de cette décision, les troubles et les violences qui secouent le Sénégal depuis quelques jours. Reportage. Le but visé à travers la fermeture des écoles est de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont cours au Sénégal. Ces troubles ont fortement perturbé le déroulement des enseignements-apprentissages. La semaine dernière, ont indiqué les ministères de l'Éducation nationale et de l'Emploi dans un communiqué conjoint publié sur Facebook. Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, va au-devant d'une nouvelle semaine de risques après avoir connu ces manifestations les plus graves depuis des années. Un collectif de contestation a appelé à 3 jours de nouvelles manifestations à partir de ce lundi. L'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, mercredi dernier, a déclenché dans la capitale Dakar et dans tout le pays des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des saccages et des pillages. Les troubles ont fait au moins 5 morts. Accusé de viol et de troubles à l'ordre public, le député opposant Sonko crie au complot ourdi par le pouvoir pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Le président Macky Sall a démenti ces accusations. Les ministères recommandent fortement aux parents d'élèves de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérive d'éventuelles manifestations. Il faut dire que les tensions dans les rues du Sénégal pourraient donc s'intensifier dès ce lundi. L'opposition réunie au sein du mouvement de défense de la démocratie et des organisations de la société civile ont lancé un mot d'ordre de manifestation de 3 jours. Un extrait donc de leur déclaration. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invités à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur. Et nous disons résistons. Ce président n'a plus la dignité morale et éthique d'être le président du Sénégal. Quand on se permet de fomenter ou de fermer les yeux sur un complot aussi sordide, d'encadrer ceux qui l'ont fait, de les parrainer et de conduire notre pays dans ces difficultés qu'il n'a jamais connues, ce qui a occasionné ces troubles graves à l'ordre public, ce qui a occasionné mort d'homme, un tel président, un tel homme, dirais-je, n'a plus la dignité morale d'être le président de la République. En Côte d'Ivoire, le PDCI revendique la victoire aux législatives du samedi dernier. Le parti d'opposition a fait savoir au cours d'une sortie médiatique sa victoire. C'est ce dimanche, selon ses propres décomptes, le PDCI et ses alliés ont obtenu 128 sièges sur les 255 du Parlement. Alors que la commission électorale indépendante chargée de la proclamation des résultats n'en avait annoncé qu'une petite partie ce dimanche, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a revendiqué la victoire aux élections législatives tenues la veille. Nous revendiquons la victoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Abidjan le coordonnateur général du PDCI pour ces élections, Niamke Kofi. Nous pensons être autour de 128 sièges avec nos alliés, a-t-il affirmé, soit juste la majorité des 255
255 députés de l'Assemblée nationale. Le PDCI a formé une alliance avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, coalition regroupant les partisans de l'ex-président Gbagbo dans son mouvement, le Front populaire ivoirien. Notre inquiétude, c'est la manipulation des résultats, a dit Nyamke Kofi, en mettant en garde le gouvernement contre toute tentative qui fausserait la sincérité du scrutin. Il a dénoncé des résultats provisoires émanés de tricherie, de tripatouillage, de manipulation ainsi que de tentatives d'inversion des résultats dans plusieurs grandes villes et circonscriptions importantes où le PDCI revendique la victoire de l'opposition. Selon le conférencier, le taux de participation ne dépasserait pas 20% au niveau national, contre officiellement 34% aux législatives de 2016, en raison des craintes de violence qui ont dissuadé les électeurs d'aller voter. L'armée nigériane a annoncé avoir libéré 6 Chinois, 3 Norvégiens, 1 Gabonais et 4 Nigérians. Ils sont tous membres d'équipage d'un navire de pêche capturé début février par des pirates au large des côtes gabonaises. Les 14 membres d'équipage du navire de pêche avaient été enlevés au large du Gabon le 7 février et ramenés sur les côtes nigérianes. Une rançon de $300 000 avait été payée avant que l'armée nigériane n'arrive pour les secourir, selon un lieutenant-colonel. Le navire de pêche chinois avait été abordé par des pirates à bord de vedettes rapides au large de Port-Gentil, un port gabonais. Les pirates à bord de ce bateau et ses 14 membres d'équipage toujours à bord avaient été repérés à quelques 110 km sur une île nigériane quelques jours après l'attaque. Le navire avait alors servi aux pirates de bateaux-mers pour attaquer des pétroliers dans la zone. En 2020, le golfe de Guinée, qui s'étend sur 5700 km, a concentré 130 des 135 enlèvements de marins recensés dans le monde, d'après un récent rapport du Bureau international maritime. Un mode d'action devenu plus lucratif que les attaques contre les pétroliers. Les dissensions autour de la construction du grand barrage du Nil se poursuivent ce week-end. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage du réservoir de l'infrastructure. C'était lors de sa visite au Soudan. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, était au Soudan ce samedi où il s'est entretenu avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais et le Premier ministre Abdel Hamdok. À l'issue de ces échanges, il a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la deuxième phase de remplissage du réservoir du méga barrage sur le Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie mènent depuis plus d'une décennie des négociations concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. Addis Abeba, qui avait annoncé en juin avoir atteint son objectif de remplissage du barrage pour la première année, dit vouloir poursuivre le processus, qu'un accord soit conclu ou non. L'Égypte et le Soudan ont convenu de relancer les négociations, incluant l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis, afin de parvenir à un accord avant la saison des inondations, a déclaré Abdel Fattah al-Sisi. En Birmanie, plus d'un mois après le coup d'État militaire, la contestation ne faiblit pas. La répression a continué ce dimanche contre les populations descendues par milliers dans les rues qui réclament toujours le rétablissement de la démocratie. En Birmanie, les forces de sécurité déployées en nombre ont fait usage de gaz lacrymogène, de munitions en caoutchouc, mais aussi de balles réelles pour disperser les rassemblements, d'après de nombreux témoignages. Certains manifestants ont été blessés, notamment à Rangoon, la capitale économique, et à Mandalay. Parallèlement, des raids des forces de sécurité ont eu lieu contre les responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Aung San Suu Kyi. Un représentant local de la LND, âgé de 58 ans, qui a été battu puis emmené hors de son domicile, n'aurait pas survécu au dur interrogatoire qu'il a subi. Plus de 50 personnes auraient été tuées depuis le début de l'insurrection pacifique. Les médias d'État nient toute implication d'unités chargées du maintien de l'ordre dans la mort de civils.
Face à la détérioration de la situation, certains Birmans fuient leur pays. Notons que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi vendredi à se mettre d'accord sur une déclaration commune. Des négociations doivent se poursuivre la semaine prochaine, d'après des sources diplomatiques. La visite du pape se poursuit après l'Iran. Il s'est rendu en Irak. Ce sont les principales exhortations du pape François ce dimanche à Caracas, en Irak. La ville a vu tous ces chrétiens partir depuis quelques années en raison des attaques du groupe État islamique qui avait, entre autres, incendié l'église dans laquelle le pape s'est rendu ce dimanche. L'église Al-Tahira. En 2014, le groupe État islamique y a mis le feu et s'est lancé à la chasse des chrétiens dont il voulait effacer les traces. En quelques jours, la quasi-totalité des 55 000 chrétiens de la ville étaient alors partis. Aujourd'hui, cette église a été rénovée et nettoyée de fond en comble pour accueillir le pape François. Il ne faut pas perdre l'espérance, lance-t-il. Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda. Il y a sûrement des moments où la foi peut vaciller, lorsqu'il semble que Dieu ne voit pas ni n'agit. Cela a été vrai pour vous aux jours les plus sombres de la guerre, et cela est vrai aussi en ces jours de crise sanitaire mondiale et de grande insécurité. En ces instants, rappelez-vous que Jésus est à votre côté. Ne cessez pas de rêver, ne vous rendez pas, ne perdez pas l'espérance. Smettete di sognare, non arrendetevi, non perdete la speranza. Sur cette terre ravagée par la guerre, le pape François a invité à pardonner. Ci vuole capacità di perdonare e nello stesso tempo. La capacité de pardonner est nécessaire et en même temps, le courage de lutter. Je sais que cela est très difficile, mais nous croyons que Dieu peut apporter la paix sur cette terre. Nous lui faisons confiance et avec toutes les personnes de bonne volonté, nous disons non au terrorisme et à l'instrumentalisation de la religion. Diciamo no al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione. Aujourd'hui, environ 26 000 chrétiens sont de retour à Caracas et ils ont été des centaines sur le parcours du pape jusqu'à l'église Al-Tahira. Avec eux, le pape a récité la prière de l'Angélus avant de partir. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie du programme de SICA. À très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.